Je suis heureux d'animer cette séance de cet après-midi qui est centrée sur, effectivement, la conscience dans le sillage de Pierre Teilhard de Chardin, autrement dit le titre du colloque. Nous avons deux intervenants, Diane Daudifret et bien sûr le père François Heuvet que vous connaissez bien, mais je vais commencer par vous présenter Diane Daudifret. Diplômée de l'ESSEC, maîtrise de génétique, doctorat en philosophie pratique, sa thèse dirigée par le professeur Éric Fiat à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée porte sur les questions suscitées par la génétique et son essor. Génétique, révolution, révélation, aux sources de l'humanité et du soin. Elle travaille d'abord dans l'industrie pharmaceutique, puis dans le conseil en stratégie pour des industries et des institutions publiques de santé, en particulier sur la question de santé à domicile, ce qui n'est pas neutre par rapport à ce choix très personnel d'empathie envers des personnes. Elle est chargée de la structuration et du règlement des travaux du pôle de recherche du Collège des Bernardins et est ensuite nommée directrice du développement du Collège des Bernardins et membre de son comité exécutif pour l'orientation stratégique et les partenariats. Et depuis 2016, elle est cofondatrice et déléguée générale de l'association Up for Humanness. Et je vais vous préciser un peu de quoi il s'agit. L'idée est née de l'expérience respective de Diane Daudifret et du père Guggenheim. Et dans ce cadre-là, effectivement, par une vision de l'homme que lui a enseigné sa biologie et son expérience personnelle, elle a développé une organisation, une sorte de think tank, pourrait-on dire, qui est une réflexion interculturelle et internationale. D'où l'idée de think tank international et spirituel qu'ils ont développé communément, donc le père Guggenheim et Diane Daudifret, fondés ensemble et qu'ils ont appelé United Persons for Humanness, tout un programme, ou Up for Humanness, qui peut se traduire par debout pour l'humanité. Il y a un caractère, je dirais, d'écologie intégrale. Alors, dit-elle, nous avons choisi un nom anglais parce qu'une réflexion sur les politiques et les pratiques de demain ne peut qu'être interculturelle et internationale, précise-t-elle. Plus teilhardien que ça, tu meurs. D'où les trois verbes chercher, s'inspirer, servir, choisis comme axe de l'association. Chercher pour prendre la mesure de la complexité des enjeux, culture et développement, génétique et humanité. Thierry Magnin parlait ce matin d'épigénétique, pluralité religieuse et société. S'inspirer pour prendre du recul et apprendre à rencontrer. D'où le terme de servir pour ancrer créativité et action dans le réel. Si on veut que nos politiques et nos pratiques aient du sens, il est indispensable qu'elles prennent en compte tout l'humain, corps, âme et esprit, estime la cofondatrice, en expliquant qu'ils tiennent à faire vivre, pour commencer chaque rencontre, un temps de méditation appelé étincelle. J'en resterai là, simplement il convient de noter que cette association a été parrainée par Jean Vanier, donc cette notion de s'occuper des personnes fragiles est un point fondamental de leur activité, et Philippe Bozo d'Ibrogo. Même si les deux cofondateurs sont catholiques, Up for Humanness est une structure non confessionnelle. Voilà, j'en resterai là parce qu'elle en parlera forcément dans son exposé. Je te à la parole. Merci Hilaire. Merci à tous de votre présence. Quel cheminement avons-nous parcouru dans la tentative de penser et repenser la conscience à l'aune de découvertes scientifiques, de prouesses technologiques, d'observation de l'homme entre conscient et inconscient. Tout va si vite. La technique permet des possibles
avant même qu'on ait eu le temps de les penser. Prendre du recul, ralentir travaux, comme disait René Char. Merci à l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin pour ce colloque qui nous permet une réflexion sur notre conscience et peut-être à présent encore plus, c'est ce que je vais vous proposer, sur ce qui nous rend humains. Et d'avoir pensé que Up for Humanness pourrait être partenaire aux côtés du Centre Sèvres de cette belle et nécessaire réflexion qui nous engage pour l'avenir. Alors, ce titre, de la conscience individuelle à la conscience collective. En parlant avec quelques-uns d'entre vous, on a dit, c'est là le sujet. Alors la pression est montée, et montée, et montée. Vais-je être à la hauteur? Je ne le sais, vous me le direz ou pas tout à l'heure. De la conscience individuelle à la conscience collective. Est-ce que c'est de la petite voix intérieure dont on a parlé à une somme de petites voix? Mais cette petite voix intérieure, n'est-elle pas déjà la somme de nombreuses voix, héritées, captées? Individuels et collectifs ne font-ils pas un en chacun, avec une expression singulière, personnelle? Je suis heureuse, en ayant écouté les uns et les autres, qu'on ne soit pas arrivé à définir la conscience. C'est une bonne nouvelle. C'est comme l'enjeu de définir la vie. On n'y arrive pas, et c'est tant mieux, parce que le risque de définir, de poser des étiquettes, c'est de poser des limites, et donc de pouvoir exclure des personnes d'une manière ou d'une autre. Et me vient, avant de commencer, quelques visages et quelques rencontres. J'ai la joie d'être engagée dans une association qui s'appelle l'ABIF et qui emmène des personnes malades et handicapées à Lourdes. J'ai cet engagement depuis 20 ans et me vient à l'esprit Marianne. Marianne, elle avait sans doute la maladie d'Alzheimer, en tout cas une démence sénile. Quelle conscience avait-elle? Elle prend un train avec des gens qu'elle ne connaît pas. Elle arrive en fin de journée à Lourdes, dans une chambre qu'elle ne connaît pas. Moi, avec la projection que je fais de ce qui serait bien pour elle, je me dis, elle a forcément envie d'une douche. Parce qu'après un train, moi, j'ai envie d'une douche de 7 heures. Et là, ça a été très difficile. Marianne a été assez violente avec moi. Heureusement, j'avais un peu de bouteille. Et donc, après cette douche chaotique, je suis allée dîner un peu perturbée. Et là, je me suis dit, mais t'es idiote, ma fille. Si ça se trouve, son habitude à elle, c'est de prendre sa douche le matin. D'autant qu'elle ne te connaît pas. Et en effet, on a recommencé le matin et ça allait beaucoup mieux. C'était pas encore parfait, mais ça allait beaucoup mieux. Je vous raconte cette histoire parce que je ne sais pas quel degré de conscience elle avait de la relation que nous étions en train de construire petit à petit, de l'apprivoisement réciproque que nous avions. Mais petit à petit, il y a eu cet apprivoisement réciproque et au bout de 5 jours, il n'y avait plus aucun accès de violence. Je vous raconte aussi l'histoire de Pauline, qui nous a été racontée à Antoine Guggenheim et moi-même par Jean Vanier lui-même. Pauline qui arrive à l'Arche et qui a des crises régulières et qui est très violente avec les uns ou les autres. Jusqu'à en énerver Jean. Il faut le faire. Et Jean a décidé de se faire aider par une psychiatre. Et la psychiatre lui a juste dit « Mais Jean, 40 ans d'humiliation, 40 ans de rejet. Voilà pourquoi la frustration, l'humiliation ne peut s'exprimer dans ces cas-là que par la violence. » Donc quand en apparence, et c'est ce qu'il dit dans son livre « Toute personne est une histoire sacrée », je vous invite à découvrir ou redécouvrir, quand la vie semble... Quand l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte semble boudé, complètement enfermé et peut-être sans conscience, dirions-nous, eh bien en fait c'est la vie qui se cache comme un trésor et qui attend que quelqu'un l'appelle.
Tout cela pour commencer cette intervention sur les personnes et sur l'expérience que vous avez sans doute tous fait avec l'un ou l'autre, avec quelqu'un de votre famille, avec un proche, de ne plus savoir si cette personne comprend, si cette personne vous entend même. Et pourtant, vous avez certainement vécu des choses avec cette personne, même dans cet état-là. Alors nous nous demanderons tout d'abord ce qu'est l'homme au sein du monde, car il y a eu des petits débats depuis hier. Continuum, émergence, singularité, spécificité. Puis, dans le sillage de Pierre Teilhard de Chardin, je vous inviterai à découvrir quelques révélations de la génétique elle-même. À l'heure où d'aucuns aimeraient y voir la nouvelle pierre de Rosette pour maîtriser notre existence, prédire notre avenir, voire nous sauver de la mort, tel un nouveau Dieu, la génétique elle-même, révolution scientifique et médicale par les découvertes sur les mécanismes du vivant qu'elle permet, nous fait des révélations anthropologiques majeures. La révolution génétique n'est peut-être pas celle que l'on croit. Si. Fort de ces révélations qui nous aideront à repenser l'individu, sa relation à l'autre, aux autres espèces et au cosmos, nous pourrons alors nous interroger sur les responsabilités qui en découlent et déceler quelques pistes d'action pour vivre pleinement notre humanité, individuellement et collectivement. Et Up for Humanness y travaille activement. Alors, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Phrase célèbre du psaume 8. Je reprendrai ici celui qui m'a dirigé dans ma thèse, Éric Fiat, dans son ode à la fatigue, où il nous exprime d'une très belle manière ce qui nous distingue peut-être des autres espèces animales. Tout animal peut être fatigué par une course derrière une proie, par un effort physique conséquent, par la maladie ou la vieillesse. Mais l'homme peut s'épuiser lui-même. Éric Fiat nous dit, je cite, « Dans la communauté des périssables, l'homme nous semble occuper une place singulière qui tient à ce qu'il ne vit pas le sentiment de sa finitude comme font les animaux, et ce, pour le dire simplement, d'une part parce qu'il est venu au monde sans le mode d'emploi du monde, d'autre part parce qu'il sait qu'il aurait pu ne pas y venir et qu'il le quittera un jour. » Fin de citation. L'homme n'est pas mis bas, mais mis au monde. Il doit donc être porté par les autres dans ce monde, apprendre petit à petit à l'appréhender, le comprendre, le faire vivre. C'est par ces relations, l'éducation, la culture, qu'il va s'humaniser, apprendre le métier d'homme, prendre conscience de son rôle. Flèche pensante de l'évolution, seul être qui, par la complexification, a une conscience réfléchie, selon Teilhard. L'homme est conscient des possibles, mais aussi petit à petit de sa finitude. L'homme est donc dans une impossible quiétude, une inquiétude, qui est peut-être la marque de sa conscience ou de sa possibilité de conscience. Éric Fiat rappelle que dans Être étant, Heidegger montre comment l'homme comme Dasein est voué au souci, à la préoccupation, à la prévenance. Et Éric Fiat nous invite alors à définir le souci qui porte la double signification de se faire du souci et de prendre soin. Comme, je cite, l'état d'un être toujours déjà ouvert au monde, auprès du monde et le soutenant, veillant sur lui, et pour cela, l'état d'un être ne pouvant jamais coïncider totalement avec lui-même, toujours en avant ou en retard sur lui-même. Fin de citation. Nous voyons donc déjà poindre ici la relation intime entre individu et monde, supposant la préoccupation des autres êtres du monde. Nous voyons aussi que l'homme est un être en devenir, tout comme le monde et l'humanité selon Teilhard, où les éléments s'unissent pour ne former qu'une seule et même chose, une seule matière, unique et non divisible,
habité par un esprit qui l'anime et peut l'orienter vers l'unité. Alors comment les révélations de la génétique peuvent-elles rejoindre et donner corps à la pensée visionnaire de Pierre Teilhard de Chardin ? Mon 2. La génétique ou ôter le voile d'Isis. Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Aucun mortel n'a soulevé mon voile. Telle est, selon une inscription rapportée par Plutarque, les paroles de la déesse de Saïs, assimilée à Isis, déesse des mystères, mot que nous avons entendu ce matin déjà, symbole des lois cachées de la nature. La génétique, ou ce qu'on aimerait lui faire porter, semble ôter le voile de la nature et ainsi celui de notre existence. La découverte de la molécule d'ADN, présente dans toute cellule vivante et support du génome, et des mécanismes de réplication, transcription et traduction de celle-ci ont permis de comprendre les processus de reproduction et de développement des êtres vivants. Le séquençage des gènes a permis la corrélation entre des variants ou mutations génétiques avec des symptômes pathologiques jusqu'alors inexpliqués, et ainsi la capacité de prédire chez une personne en bonne santé un état pathologique futur ou un risque renforcé d'exprimer une maladie. La génétique semble bien noter le voile sur notre présent, notre passé et notre futur, sur ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Au présent, elle permet la compréhension de signes cliniques et l'identification de maladies jusque-là niées. Au passé, elle décrit la transmission des gènes et du brassage génétique et révèle l'histoire d'une famille élargie qui s'inscrit dans le présent de chacun de ses membres. Et enfin, le développement des tests génétiques et le séquençage à très haut débit semblent lever le voile de notre avenir. Ce langage particulier de la génétique permet de prédire en partie l'expression de nos gènes et ses conséquences sur notre existence future. À en croire certains médias grand public, grâce aux prodiges de la génétique, nous disposerons bientôt de nouvelles armes contre la fatalité. Que nenni, c'est bien plus compliqué que ça, et heureusement. Mais si la génétique permet la compréhension d'un certain nombre de lois de la nature qui régissent notre existence, en permet-elle pour autant la maîtrise ? La maîtrise d'un destin génétique nous semble une conception réductionniste des révélations que porte la génétique pour l'homme. La génétique est venue confirmer la théorie de l'évolution si chère à Pierre Teilhard de Chardin. Elle a mis au jour ce qui est appelé la pression de sélection des gènes. En effet, certains gènes ont été conservés tout au long de l'évolution, jusque dans le génome humain, quand d'autres, au contraire, ont muté pour permettre la conservation, l'adaptation, l'évolution du vivant, comme la différenciation et la complexification des espèces. Alors est-ce le lieu d'expression du dedans, dont parlait Teilhard, d'une sève ou un esprit des choses, un absolu qui nous attire et qui se cache, je cite Teilhard, un esprit présent dans la matière depuis la création du monde. Alors, outre sa capacité prédictive dans le cadre de maladies monogéniques dominantes, c'est-à-dire il y a un gène responsable de la maladie, et si la mutation est là, l'expression de la maladie sera là, ou de mutations à forte prédisposition, c'est-à-dire entraînant un risque très élevé d'exprimer une maladie, eh bien, outre cette capacité prédictive, la génétique, en fait, est essentiellement empreinte d'incertitude. Et ce, à plusieurs niveaux. Déjà par la technique. Toute technique permettant de passer de la séquence d'ADN à l'information médicale est empreinte d'incertitude. À chaque niveau, on peut se tromper. La présence d'une mutation n'entraînera pas forcément l'expression d'une maladie. Deuxième niveau d'incertitude. Une même mutation chez deux personnes n'entraînera jamais le même niveau d'expression de la maladie. Et la présence d'une maladie génétique, ou d'ailleurs d'une maladie quelle qu'elle soit, n'indiquera jamais le moment ni le lieu de la mort de la personne. Une destinée humaine ne se réduira jamais à un destin génétique. Mais, comme le dit Jean-François Malherbe, nous aimons les certitudes
à un point tel qu'il nous arrive d'en préférer de fausses à la vérité. Nous sommes pourtant tous appelés à une quête de la vérité, sans œillère, accueillant les révélations de la science comme celles de notre expérience humaine et mystique. Cette incertitude prend quelques-unes de ses racines dans les mécanismes génétiques eux-mêmes, c'est-à-dire dans la matière vivante. Alors que nous aurions pu envisager notre génome comme figé, puisque unique pour chacun d'entre nous, il nous est au contraire révélé vivant, dynamique. Il est perméable à l'environnement dans lequel je vis, à ce que je vis, à mon mode de vie. C'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Cette perméabilité est vulnérabilité. Je suis vulnérable à ce qu'il se passe autour de moi et en moi. Et c'est sûrement par cette vulnérabilité, par cette dynamique du vivant, que nous pouvons persévérer dans l'être. Canguilhem a démontré que la vie était assez plastique et labile pour se créer le cadre normatif qui lui permet de persévérer dans l'être. Il met ainsi fin à la distinction nette, brutale, entre santé et maladie. La génétique nous révèle donc la vulnérabilité comme condition vitale de notre humanité et comme signe du mystère de notre existence. Invitation des scientifiques, mais de chacun de nous, à l'humilité et à la démaîtrise. La science nous permet ici une prise de conscience du mystère de l'existence et des conditions de notre humanité. Teilhard de Chardin a décrit les fractionnements successifs de la matière par la science pour accroître sa compréhension des phénomènes et de la structure de l'univers et pose la question de la source que notre pulsion épistémophilique, ou désir de savoir si puissant en chacun de nous, recherche. Je cite Teilhard, « Nous avons comparé la structure de l'univers à celle d'un cône. Celui-là seul apprécie bien la richesse incluse dans le sommet du cône qui a d'abord mesuré la largeur et la puissance de la base. » La première fois que j'ai lu cette phrase. Mais en voici ma compréhension. Le sommet du cône pour Teilhard de Chardin est le Christ universel, je ne vous apprends rien. Le Christ cosmique, qui appelle donc à la spiritualisation de la science. Je cite à nouveau Teilhard. « En vérité, impossible de pousser concrètement au-delà d'un certain degré les progrès de la science humaine sans que, automatiquement, ce pouvoir d'arrangement réfléchi ne se charge d'obligations internes qui viennent, à point nommé, freiner et diriger sa puissance en même temps qu'il engendre autour de soi une atmosphère toute nouvelle d'exigences spirituelles. » Malheureusement, je ne suis pas sûre que Teilhard ait raison sur cette phrase-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'avancée des technosciences n'engendre pas toujours un surcroît de conscience ou un surcroît de spiritualité, sauf dans des lieux comme celui-ci, bien entendu. Pourtant, nous voyons bien que toute prouesse technologique n'entraîne pas un sursaut de conscience. Alors il s'agit pour nous d'opérer un double mouvement, celui de la recherche, qui affine, qui accroît les connaissances, ne pas avoir peur de la science, cette science qui élargit la base du cône, et, deuxième mouvement, celui de la visée éthique qui accompagne ce processus de recherche, de quête de vérité, en nous rendant attentifs à la source d'unité, soit le sommet du cône, qui donne sens et valeur au cône et qui peut être guide de l'action pour toute personne, même celle ne croyant pas au Christ universel et cosmique. Alors quelle peut être cette unité ? La génétique peut-elle nous éclairer à nouveau ? Nous le pensons par la révélation qu'elle nous offre de notre existence, qui est et unique et intimement liée à celle d'autrui. En effet, une des révélations de la génétique, c'est passer de la personnalisation à la responsabilité pour autrui. La génétique, base de la médecine personnalisée, nous rend compte de notre unicité. Chacun d'entre nous est unique. Je pense que vous n'aviez pas besoin de m'écouter cet après-midi pour le savoir.
6 millions de paires de bases sur 6 milliards nous sont totalement personnelles. Ça peut-être que vous ne le saviez pas. Elle nous rend compte donc, la génétique, de cette unicité, mais également de nos liens, de notre altérité intrinsèque. En effet, nous partageons nos gènes. Mon génome est l'héritage brassé des génomes de mes 2 parents, eux-mêmes hérités d'un brassage génétique à l'origine de l'évolution des espèces. L'autre et les autres me constituent et je les constitue. Les données génétiques sont particulièrement identifiantes, mais certains traits sont partagés, en particulier entre apparentés. Une mutation génétique découverte chez un individu concerne potentiellement ses apparentés à des degrés plus ou moins importants. Ce partage des gènes révèle donc nos liens et nous invite à transformer notre regard sur l'autre et les autres, tous les autres, à les envisager dans une interdépendance. Nous sommes en effet les membres uniques, mais aussi constitutifs et constitués des autres, d'une même humanité. Révélation d'une altérité intrinsèque. Cela nous a conduit à nous interroger sur nos droits et nos devoirs, souvent tiraillés en génétique entre droit à l'intimité, au respect de sa vie privée, et devoir vis-à-vis de la santé d'autrui. Nous retrouvons ici les peurs et les fantasmes légitimes que suscite la génétique quand elle appréhende comme la pierre de Rosette, quand elle s'appréhende, comme la pierre de Rosette de notre avenir. Mais si l'information génétique n'était finalement pas si certaine, et plutôt empreinte d'incertitude, comme nous l'avons vu, et donc si la génétique nous interdisait alors de réduire notre destinée humaine à un destin génétique, mon lien avec l'autre ou les autres ne résiderait pas tant dans le partage d'une mutation que dans le partage d'une condition de vulnérabilité intrinsèque à la condition humaine. Cette mise au jour de la vulnérabilité comme condition du mystère de notre existence, unique et partagée, permet de renouveler notre rapport à autrui, notre rapport à la science et à la médecine, et nous permet peut-être d'opposer au ring de la performance et du méliorisme une société d'êtres dignes de leur dignité, c'est-à-dire disposée à la rencontre de leur fragilité et de celle des personnes qui leur sont confiées. La génétique entraîne bien une révolution scientifique et médicale avec de grands potentiels thérapeutiques, mais elle porte aussi en elle des révélations sur notre condition d'humanité qui nous invitent à revisiter une éthique du soin et peut-être notre manière de faire société. Par les révélations de notre unicité, de nos liens aux autres et même au cosmos, de la perméabilité du génome et de notre vulnérabilité, permettant la vie et son évolution, la génétique nous invite en effet à la responsabilité pour autrui, au passage de l'individuel au collectif, par la relation vraie et authentique avec l'autre. La génétique nous invite à un chemin pour l'homme et pour la société, venant confirmer, voire réaliser la pensée de Lévinas sur notre rapport à nous-mêmes et à autrui, à nous-mêmes par et pour autrui, sur notre autrement qu'être. Ni individualisme qui nie l'homme en tant que partie d'un tout, ni collectivisme qui noie l'homme dans le tout, mais la responsabilité pour autrui, comme suprême dignité de l'unique, disait Lévinas. Je le cite, « L'humanité, c'est l'être qui se défait de sa condition d'être, le désintéressement. C'est moi qui supporte autrui, qui en suis responsable. De fait, il s'agit de dire l'identité même du moi humain à partir de la responsabilité, c'est-à-dire à partir de cette position ou de cette déposition du moi souverain dans la conscience de soi, déposition qui est précisément sa responsabilité pour autrui. La responsabilité est ce qui exclusivement m'incombe et que humainement je ne peux refuser. Cette charge est une suprême dignité de l'unique. » J'essaye d'accélérer. Ça va ? Bon, alors ça va. Alors je continue. Ôter le voile sur notre génome par la science n'a pas encore révélé tous ses secrets, mais a déjà établi son interaction avec les autres composantes de la nature ou de la vie. Le génome échappe à une maîtrise totale. Il est une matière vivante
d'où jaillit le mystère d'une vie singulière, le mystère de l'existence, et il exprime le lien de toute vie au cosmos et aux autres êtres vivants. Par la génétique, les dimensions scientifiques et philosophiques de la connaissance ne sont alors plus en concurrence et ne peuvent plus se vivre dans l'ignorance mutuelle. Ainsi, scientifiques et philosophes, et tant d'autres, et chacun de nous, sont co-responsables, d'une part, de l'amélioration de nos connaissances, poser et résoudre les problèmes, et d'autre part, du développement d'une éthique de la recherche scientifique, en particulier en génétique, puisque cette dernière nous fait la preuve de l'irréductibilité de l'existence à un problème scientifique, et nous invite ainsi à l'humilité dans nos possibilités de maîtrise et d'action. Par ces révélations, la génétique n'est plus uniquement le chemin pour accéder à une meilleure connaissance et maîtrise de notre avenir pour en diminuer les épreuves, elle est aussi le chemin pour comprendre et vivre l'interdépendance qui nous constitue par la responsabilité pour autrui et pour le monde et pour l'ensemble des êtres vivants. De la conscience individuelle à la conscience collective, par la mise au jour de ce qui nous relie et qui nous attire les uns vers les autres. Une puissance d'amour qui existe en chacun de nous et à laquelle nous pouvons décider ou non de laisser les rênes. Cette mise au jour, c'est notre conviction chez Up for Humanness, forgée par notre expérience, se fait par la rencontre. Cette mise au jour de ce qui nous relie se fait par la rencontre de l'autre, et en particulier de l'autre différent, et en particulier de l'autre fragilisé par une situation de vie. Car cette rencontre, parfois elle me gêne, parfois elle m'agace, parfois elle me bouscule, parfois elle me perturbe, parfois elle me dégoûte, parfois elle m'émeut, parfois elle me remplit de joie. Mais à chaque fois, cette rencontre me permet de mieux me connaître si j'accepte de prendre un temps de recul pour la regarder avec toutes mes fragilités et toutes mes forces. Elle me donne une information sur ce que je suis et elle me permet de prendre conscience de ce que je suis ou peut-être de ce que je veux devenir. Connaître, Paul Claudel disait que c'est naître avec, étymologiquement. Et il s'agit par la rencontre de renaître à soi. Et donc renaître à soi passe par l'autre. Et donc c'est valable pour cet autre qui a besoin de vous pour renaître. Et de proche en proche. Une conscience collective qui s'enrichit au fur et à mesure de l'expérience de notre volonté de nous laisser relier aux autres. Il s'agit d'une décision. Se laisser relier aux autres ou non. Émergence de la noosphère de Teilhard par l'interconnexion des consciences humaines. Interconnexion qui doit être vécue et souhaitée à l'aune des révélations de la génétique présentées ici et qui nous conduisent à la responsabilité pour autrui, pour évoluer vers l'unité. Pascal illustre bien cette œuvre commune à tous les hommes à travers l'évolution. Je le cite un peu longuement, donc accrochez-vous. L'homme n'est produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance aux premiers âges de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu'il garde toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés. D'où l'importance d'écrire. Et comme il conserve ses connaissances, il peut aussi les augmenter facilement, de sorte que les hommes sont aujourd'hui en quelque sorte dans le même état où se trouveraient ces anciens philosophes, s'ils pouvaient avoir vieilli jusqu'à présent.
en ajoutant aux connaissances qu'ils avaient celles que leurs études auraient pu leur acquérir à la faveur de tant de siècles. De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier. Alors, comment agir aujourd'hui ? Et c'est un peu la question qui nous a taraudé avec Antoine Guggenheim. Après différentes expériences dans le monde universitaire, dans les institutions, dans le monde de l'entreprise, dans le monde associatif. Comment ne pas être morcelé alors que le morcellement est très tentant et finalement ce qui nous est proposé ? L'intelligence d'à côté, voilà, au boulot, je travaille, je fais semblant d'être intelligent, je suis derrière mon ordinateur, je réponds à mes objectifs fixés. Je peux être très désagréable avec mes collaborateurs parce que j'ai besoin de résultats. Mais le week-end, je suis vraiment une fille bien parce que je vais servir à la paroisse ou je vais servir dans mon association. Et puis de temps en temps, je fais un peu de sport. Bon, je vous passe la caricature, mais en sommes-nous si loin parfois ? Alors, Hilaire les présentait tout à l'heure, 3 piliers qu'on vous propose. 3 piliers de vie, mais à vivre le plus interconnecté possible. Servir, s'inspirer, chercher. Pourquoi ces 3 actions ? Eh bien, pour honorer l'unité de l'humain. Corps, âme, esprit. Corps, esprit avec un grand E, mind. Bon, les mots que vous voulez. Je vais garder les corps, âme, esprit pour le moment. L'idée étant de parvenir à plus d'unité dans l'humanité. Comment comprendre le monde, en effet, qui nous entoure, sans le vivre, sans l'expérimenter dans la rencontre de l'autre et sans s'élever par moments. Martin Buber nous éclaire dans Le chemin de l'homme. Pourquoi faire retour sur soi-même ? Pourquoi embrasser ma voix particulière ? Pourquoi unifier mon être ? Et voici la réponse, pas pour moi. Commencer par soi, mais non finir par soi. Se prendre pour point de départ, mais non pour but. Se connaître, mais non se préoccuper de soi. Ce n'est pas de toi, mais du monde qu'il faut te préoccuper. Up for Humanness, comme je le disais hier en introduction du colloque, a été créé il y a 4 ans par Antoine Guggenheim et moi-même. Cette association est dédiée à la création de liens sociaux, à la création de rencontres, en particulier pour les personnes en situation de fragilité. Cette association est dédiée aussi à l'émergence avec ces personnes et avec un réseau d'acteurs engagés, à l'émergence donc de pratiques et politiques nouvelles pour remettre l'humain au cœur des projets, des organisations et de la société. Attention, ne voyez pas notre action auprès des personnes en situation de fragilité comme une bonne action. Notre action auprès de ces personnes-là, c'est la découverte que ces personnes sont des révélateurs de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes chacun. Elles sont révélateurs de nos besoins profonds, car souvent sans filtre, ou souvent avec une soif d'authenticité urgente, elles nous révèlent notre propre soif d'authenticité urgente, notre propre soif de relation. Éclaireur d'humanité, comme dit Filippo Zodi Borgo. Je vous lis ici une citation de Pierre Teilhard de Chardin dans Mon univers, qui semble confirmer notre intuition. Le chrétien, et je crois qu'on pourrait dire tout homme, doit agir
et agir beaucoup, et agir avec autant de sérieux que l'ouvrier le plus convaincu de la terre pour que le Christ, ou on peut dire l'amour, naisse toujours davantage dans le monde autour de lui. Il doit vénérer et promouvoir l'effort humain surtout qui va plus directement à augmenter la conscience, c'est-à-dire l'être, de l'humanité. Je veux dire la recherche scientifique de la vérité et la poursuite organisée d'une meilleure liaison sociale. Lien social, recherche scientifique de la vérité. C'est ce qui nous guide chez Up for Humanness. Servir, s'inspirer, chercher, pour, comme le disait Teilhard dans l'hymne à la matière, donner de l'huile à tes membres, de l'eau pour ton âme, du réel pour ton intelligence. Il te les faut par la loi même de la nature. Servir pour vivre la relation à l'autre pleinement et apprendre d'elle à être soi, authentique et libre, pour comprendre les réalités et vérités du monde qui nous entoure. En effet, c'est l'expérience qui m'a été donnée d'avoir auprès des personnes malades et handicapées. Et certainement, vous avez eu des expériences de même nature. Dans la chambre d'une personne qui souffre le martyre, vous n'avez pas d'autre choix que d'être vous-même. Sinon, la rencontre ne se fait pas. La personne trouvera le moyen de vous écarter. Et cette possibilité d'être soi et d'être dans cette authenticité est une telle joie que le faire régulièrement auprès de personnes malades et handicapées vous donne le goût de le faire dans l'ensemble de vos relations. S'inspirer pour ne pas agir que sous le coup de l'émotion, pour respirer, se laisser pénétrer par la beauté d'une œuvre ou de la nature, et pour les croyants, prendre le temps de s'en remettre à Dieu et à l'action de l'Esprit. Chercher à plusieurs les solutions qui permettent l'émergence de plus de conscience et plus d'humanité, car c'est dans la pluralité des expériences, des savoirs, des cultures, des souffrances et des joies que pourront s'élaborer des pratiques et des politiques ajustées aux besoins des hommes et des femmes, besoins matériels et spirituels. Créer la liaison sociale et chercher ensemble les vérités pour construire l'avenir de l'homme, digne de sa dignité. C'est ce que nous tentons de faire au sein de Up for Humanness avec tous nos partenaires. Vous êtes les bienvenus. Alors je terminerai par une prière de Teilhard dans une lettre à sa cousine Marguerite. Je ne vois toujours que la même issue. Allez toujours de l'avant, en croyant de plus en plus. Que le Seigneur me garde seulement le goût passionné du monde, une grande douceur, et m'aide à être jusqu'au bout pleinement humain. Je vous remercie. Merci Diane pour cette magnifique expression de ta conviction intime et qui t'a orienté vers ce choix avec le Père Guggenheim sur l'altérité. Je dirais peut-être rapidement, parce que nous poserons les questions plus tard avant de passer à François Heuvet, au fond tu développes l'écologie intégrale et tu sembles dire dans la vision de Teilhard que nous sommes en cours de construction d'un macro-organisme planétaire qu'il appelait l'humanité. Ou Durkheim qui parlait de société. Mais dans ce cadre-là, effectivement, votre action est au cœur du lien entre les hommes pour éviter un suicide collectif. Oui, ce qui est un vrai enjeu, mais je crois que ça s'accompagne et que ça s'apprend et que les discours, et on en a beaucoup, sont importants. Mettre des mots sur une expérience, mais je crois fondamental votre expérience à chacun d'entre vous dans vos relations pour petit à petit colliger et créer cette conscience, alors collective, mais en tout cas en proie à une humanité une.
Mais en quelque sorte, tu as dit dans la génétique que nous avions des parties communes et complémentaires. Tout à fait. Et qu'en quelque sorte, ces cellules que nous représentons à l'état individuel sont en train de se rechercher pour faire un seul macro-organisme, en quelque sorte. En quelque sorte. De même qu'on est passé de l'atome à la molécule jusqu'à des corps organiques qui sont devenus l'unité homme, nous devenons la molécule de base pour devenir l'humanité. C'est le même processus qui se poursuit. Oui, en tout cas, dans les révélations que la génétique peut faire, au-delà de très belles découvertes médicales dont on a besoin, c'est de nous rendre compte de notre vulnérabilité et donc de notre besoin de l'autre et des autres. Et que ce macro-organisme est peut-être l'issue positive parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous le voyons autant à une échelle très petite par certaines expériences humaines, mais je crois que voilà, la visée est beaucoup plus large, grâce à Teilhard notamment.